cœur de la saison sèche, on voit affluer ici une multitude d'espèces. Ces animaux n'ont pas grand-chose à voir entre eux, si ce n'est leur intérêt commun pour ce point d'eau. Ils n'ont a priori aucune attention les uns pour les autres. Pour l'heure, simplement, ils se côtoient. Bientôt, ils se quitteront, sans égard pour leurs voisins d'un instant. Entre ces animaux, le rapport social se borne ici au strict minimum. À ce moment dans la saison, les tourterelles du Cap forment autour des points d'eau de grands rassemblements. Elles y voisinent avec des chacals venus pour boire comme tous les autres. Les tourterelles doivent boire régulièrement, non seulement pour s'hydrater, mais aussi pour ramollir les graines dures dont elles se nourrissent. Le chacal n'est pas, a priori, une menace pour les oiseaux. On peut penser que ce voisinage l'indispose. Le chacal est omnivore. Il mange des fruits sauvages, des lézards, des insectes, des petits mammifères. C'est selon l'opportunité du voisinage. Alors cette fois, vu leur nombre, pourquoi pas un oiseau ? La prédation est la manifestation exacerbée de la relation de voisinage. Heureusement, ce n'est pas la seule. Il existe une infinie nuance de rapport entre voisins. On se prévient, on s'entraide, on se nuit, on se rassure, ou l'on se concurrence. Le seul fait que l'on se trouve au même endroit, au même instant, déclenche chez chaque individu une prise en compte. Il y a l'autre. Même dans les espaces qui semblent les plus déserts, chacun a des voisins. L'Auto-Sillon est un petit renard africain qui habite les savanes et les steppes plus ou moins arides. Cette femelle a donné jour à 4 renards d'eau, qui l'accompagnent pour la première fois loin de leur terrier. Dans cet environnement, les voisins potentiels sont des serpents, des scorpions, des lézards et des petits mammifères. Le territoire des Auto-Sillons ne dépasse pas 2 ou 3 km². À l'intérieur de cet espace limité, les renardeaux auront vite fait de vérifier qu'ils ne sont pas seuls. La rencontre avec ce millipède n'aura généré qu'un intérêt limité. De l'autre côté de la broussaille, l'un des Auto-Sillons a débusqué un serpent. Fouineur par nature, ou plutôt par obligation quand il cherche sa nourriture,
l'Autocyon a de nombreuses occasions de débusquer des serpents. S'il peut se permettre cette curiosité insistante, c'est qu'il a des réflexes étonnants. Avec le scorpion, la nature du voisinage a changé. Fini le jeu, le simulacre d'affrontement. C'est une question de vie ou de mort. Pour se défendre, le scorpion a du venin dans le dard qui pointe à l'extrémité de son corps. Et des pinces, qui d'ordinaire lui permettent de tenir sa victime. Cette fois, tout cela est dérisoire. Le drame du scorpion, c'est qu'il figure régulièrement au menu de son voisin. À la différence des autres canidés, l'Autocyon ne mange quasiment pas d'autres mammifères. Il mange des œufs, des lézards, des fruits ou des vers de terre. Mais surtout des insectes, et en particulier des termites. Grâce à ses pavillons d'oreilles très développés, l'Autocyon parvient à détecter l'activité souterraine des colonies. Faute d'avoir de vrais talents de fouisseur, il ne capture que les termites qui s'approchent trop de la surface. L'Autocyon a une autre proie favorite, le bousier. Comme le bousier se nourrit du crottin des ongulés, l'Autocyon aura tendance à se rapprocher de ces animaux, à devenir le voisin des buffles, des zèbres ou des gnous, avec lesquels il n'a pourtant aucune relation directe. Les excréments jouent un rôle important dans les voisinages. Le crottin de l'éléphant est l'un des plus appréciés de la savane. Plein de graines non digérées, c'est une sorte de garde-manger idéal pour un écureuil. Voilà un véritable trésor qui peut justifier à lui seul une querelle de voisinage. En certains endroits, les francolins se sont quasiment spécialisés dans cette quête de nourriture, et ils vivent systématiquement dans le sillage des éléphants. Ce type de voisinage très particulier est d'une étonnante complexité. À son échelle, le bousier a lui aussi ses voisins. Il transporte bien involontairement sur sa tête et sur son thorax des acariens. Les acariens l'utilisent comme un moyen de transport pratique pour se déplacer d'une bouse à l'autre. Leur objectif ? Attaquer les œufs de mouche. Des mouches qui tournent autour de la mêlée avec une seule idée en tête : pondre dans les boules que confectionnent les bousiers. La mouche est la voisine du bousier. Le bousier, le voisin du buffle. Et le buffle est le voisin de tous les animaux qui vivent comme lui, près du fleuve. C'est un voisinage naturel par écosystème. Dans cet environnement général, on peut choisir plus précisément ses voisins par intérêt. Le guêpier, qui doit son nom à son régime alimentaire, se rapproche naturellement de l'essaim d'abeilles. La cohabitation est une source de conflit. Ce varan vit depuis toujours, quasiment au même endroit, sur quelques centaines de mètres de berge. Il doit supporter depuis quelque temps la venue de voisins encombrants qui ont investi son bord de rivière. A priori, le varan n'a aucune raison de s'intéresser aux éléphants.
Quant aux éléphants, ils n'ont en principe aucun rapport d'aucune sorte avec le varan. Ces ablutions concernent pourtant le saurien très directement. Elles bouleversent la berge. Elles détruisent en particulier les pièges que le reptile a creusés pour y faire tomber les crapauds. Mais le vrai souci du varan est ailleurs. Avec leur piétinement insistant, qui sont évidemment sans intention hostile, les éléphants ont détruit les œufs qu'il avait pourtant enfouis en profondeur. Quoi qu'ils fassent, et tout débonnaire qu'ils soient, les éléphants sont des voisins envahissants. Ils bouleversent les écosystèmes et bien des vies. Dépourvu de son écorce, l'arbre va mourir. Ce sera aussi le sort de la chenille, qui a perdu toute discrétion sur le tronc nu. Repérée aussitôt par un loriot à tête noire, c'est une victime collatérale du repas de l'éléphant. Les interactions entre voisins sont multiples et souvent involontaires. La présence de ces mangoustes naines inquiète beaucoup un vanneau à ailes noires. L'oiseau niche au sol, tout près de là, et il craint pour ses oisillons. En fait, les mangoustes sont occupés à marquer les abords de la termitière, tandis que le mâle dominant assure le guet, par crainte surtout d'un rapace. La cavalcade des zèbres, qui fuyait sans doute un voisin en appétit, est sans conséquence pour les petits carnivores qui retournent à leurs occupations sociales. Le vanneau, lui, agonise. Il a tardé à s'envoler et s'est fait surprendre dans le galop des zèbres. Et voilà que surviennent des voisins jusque-là invisibles et nécrophages. Ce monde est dangereux, et mieux vaut se méfier de ses voisins. Certains sont évidemment plus inquiétants que d'autres. L'aigle martial, qui fait jusqu'à 2,50 m d'envergure et peut peser plus de 6 kg, est le plus grand des aigles africains. Il fait trembler tout le voisinage. Il a attaqué une pintade, mais sa puissance lui permet d'emporter dans ses serres un autosillon, un varan, un singe ou une petite gazelle. Face à des dangers communs, la résistance s'organise entre voisins. Cette femelle de Nyala a beaucoup de mal à boire, car elle perçoit le moindre bruit comme un danger potentiel. Qu'importe, s'il ne s'agit que d'un calao à bec jaune et d'un alecto mangeant quelques graines. La gazelle ne se sent pas en sécurité.
et elle renonce à s'abreuver. Et puis les vervets vont se décider à aller boire, et la situation va changer. Les jeunes antilopes et leur mère sont revenus au point d'eau, chacun plus rassuré, comptant sur ses voisins dont ils connaissent la vigilance. La sécurité des antilopes est quasiment garantie, car les vervets ont davantage de prédateurs que les nyalas. Et ils réagiront au moindre danger, même s'ils ne concernent pas l'antilope. Elle profite aussi d'une véritable chaîne de vigilance, car les vervets réagissent en plus aux cris d'alerte des pintades. Dans la savane, on connaît et on tire profit couramment des aptitudes ou de la morphologie de ses voisins. Le francolin à bec rouge et le tisserin ont bien compris leur intérêt à suivre les pintades. Avec leurs pattes puissantes, elles labourent le sol en profondeur et créent des opportunités alimentaires autrement inaccessibles à ces espèces. D'autres associations sont courantes. Le drongo et le rollier à long brun se nourrissent souvent à proximité des mangoustes, parce qu'elles débusquent leur proie. Quant aux mangoustes, elles ont aussi des voisins serviables pour les alerter si des rapaces les menacent. C'est l'un des partenariats les plus communs de la savane. Les calaos, qui n'ont rien à craindre des oiseaux prédateurs, font le guet au seul usage des mangoustes. Il y a évidemment une contrepartie. Les calaos sont les premiers à profiter de la nourriture mise à jour par les petits carnivores. Cette bonne entente se prolonge sur les termitières, où les mangoustes cohabitent souvent avec les écureuils fouisseurs. Bien que l'un soit rongeur et l'autre carnivore, ils partagent parfois le même réseau de galeries creusées dans le monticule érigé par les termites. La contribution des insectes au logement de leurs voisins est évidemment involontaire, comme l'est celle d'un oryctérope dont le terrier a été squatté par une famille de hyènes. En fait, c'est une vieille histoire, et les aménagements dans la butte ont servi de tanière à beaucoup d'espèces. Chacune l'a modifiée. Les hyènes l'ont agrandie, elles y ont creusé un réseau de galeries et un double accès, pour permettre à leurs petits d'échapper, s'il le faut, à leurs prédateurs. Les petits de la hyène ne sortent du terrier que matin et soir, et en présence de leur mère. Une occasion de découvrir le voisinage. La curiosité joue un rôle essentiel pour former le caractère de chaque individu et établir la hiérarchie à venir. Plusieurs femelles du même clan occupent la tanière et y élèvent leurs petits dans une bonne entente. Mais il y a des règles strictes entre voisins. Les jeunes de la femelle dominante jouent à part. Ils ne se mélangent pas à leurs petits congénères. Au crépuscule, sonne l'heure de la fin des jeux. Il faut se mettre en sécurité dans la tanière, car les mères vont partir chasser. Et elles craignent pour leurs petits la présence d'un certain voisin.
Le lion est pratiquement le seul animal qui impressionne la hyène et qui soit capable de lui faire lâcher une proie. C'est souvent ce comportement qu'on prend en compte pour établir une hiérarchie entre les grands carnivores africains. Si l'on retient ce critère, le léopard est l'avant-dernier du classement. Le félin a tué un jeune gnou qui pèse presque son poids. C'est une proie d'exception et il aimerait ne pas se la faire voler. L'occasion ne se représentera pas de sitôt d'avoir une telle provision de viande fraîche. Les chiffres sont cruels. Le léopard est le moins performant des félidés africains. Dans cet environnement, son taux de réussite à la chasse ne dépasse guère les 5%. Seul ce calao à joues argentées pourrait dire où le léopard a caché sa proie. En tout cas, le léopard a considéré que le moment n'était pas sûr pour s'arrêter et la consommer. Dans le voisinage du léopard, vit cette famille de guépards, plus précisément 2 jeunes et leur mère. Une mère inquiète, car elle a senti l'odeur laissée plus tôt par l'autre félin. Entre 2 espèces différentes, il n'y a pas de compétition pour le territoire. Par ailleurs, ni le léopard, ni le guépard ne cherchent à se nourrir de l'autre. Et pourtant, la tension est vive. C'est le léopard qui lance les hostilités. C'est plutôt dans la logique des choses, vu son ascendant naturel sur le guépard. Le bon dernier dans la hiérarchie des grands carnivores. Les intentions du léopard ne sont pas claires, et le guépard adopte dans un premier temps une attitude de repli et de prudence. Les jeunes suivent à distance, un peu inquiets, mais surtout intrigués par le comportement de ce voisin qu'ils croisent pour la première fois. Cette deuxième charge du léopard semblait avoir un objet, non pas attaquer l'adversaire, mais le repousser un peu plus loin. Cette fois, le guépard tient bon et s'installe dans le conflit. Il va opposer, à droite, un léopard mâle de presque 60 kg, et à gauche, face à lui, un guépard femelle de 15 kg de moins. Quant aux petits, ils ne sont pas seulement spectateurs. Cette fois, c'est sur eux que le léopard va porter son attaque. En vérité, l'intention première du léopard était probablement de tuer les jeunes, dans une sorte de réflexe contre des animaux encore fragiles, mais qui seraient plus tard des concurrents potentiels. À partir de là, le comportement de la mère va changer. C'est elle qui passe à l'attaque. Et contre toute attente, on assiste à un moment rare. Le léopard renonce face à un adversaire qu'il était pourtant sûr de vaincre.
La plupart des conflits de voisinage tiennent à l'impression plus ou moins fondée que l'un empiète sur le domaine ou sur les prérogatives de l'autre. Une rencontre entre voisins est souvent vécue comme une intrusion qui déclenche un réflexe d'éviction. C'est mon espace vital, c'est ma fleur, c'est mon arbre, c'est ma carcasse. Pour la hyène, ce voisinage est si usuel qu'elle manifeste une certaine tolérance pour les vautours ou les marabouts dont elle sait la présence inévitable. Le carnivore peut néanmoins se soustraire par intermittence à l'insistance de ses voisins grâce à sa mâchoire. Elle exerce une pression de 3 tonnes au centimètre carré, ce qui lui permet de déplacer facilement les carcasses. Cette lionne, au contraire, manifeste à l'égard des vautours un comportement complètement paranoïaque. La lionne s'est déjà servie, si l'on en juge par l'état de la carcasse et par les mouches qui lui mangent les restes sur la tête. Comme la lionne est repue, et que de plus la carcasse n'a plus grand-chose à offrir aux carnivores, les vautours devraient légitimement pouvoir y accéder et en nettoyer les restes. Les charognards s'approchent, convaincus qu'enfin c'est bien leur tour et que tout est rentré dans l'ordre des choses. Cette nouvelle manifestation d'intolérance rappelle que par-delà le comportement prévisible des espèces, il y a celui des individus. Et cette fois, les vautours ont affaire à une voisine irritable. Du haut de son monticule, un topi a assisté à la scène. Dans ces espaces ouverts, il y a peu d'intimité. Tout se passe sous le regard des autres. Les éléphants sont pratiquement les seuls à n'avoir rien à craindre d'aucun voisin. Alors qu'importe qu'on les voie ou qu'on les regarde, ils peuvent s'abandonner sans retenue à leur bain de boue. À leur niveau, il n'y a en vérité qu'un voisin qui compte. C'est le frère, la sœur, la mère, avec lesquels ils partagent ces ablutions. Chez les hippopotames aussi, le voisinage important, c'est celui des congénères. La raison pour laquelle ils s'agglutinent ainsi n'est pas clairement établie. Il pourrait s'agir pour les mères d'un moyen de protéger leurs petits des crocodiles. On pense aussi que les hippopotames auraient pris l'habitude, quand le lit des rivières s'assèche, de mettre un maximum de monde dans un minimum d'eau. Sur les berges, les jeunes mâles cherchent parmi les voisins de leur âge des partenaires d'entraînement. Il leur faut s'aguerrir, se préparer en vue des combats qu'ils devront mener s'ils veulent un jour prendre possession du harem. Comme à cet âge, les dents n'ont pas encore beaucoup poussé, ce comportement est sans conséquence.
C'est aussi l'un des moyens les plus simples pour distinguer mâle et femelle. Les vrais combats entre mâles territoriaux sont ritualisés. Cela limite les dégâts que peuvent causer les canines de la mâchoire inférieure. Ces dents, qui continuent à pousser durant toute la vie de l'hippopotame, sont néanmoins à l'origine de multiples blessures. Les soins et l'entretien de l'épiderme sont assurés tantôt par un voisin complaisant, tantôt par ses voisins intéressés que sont les piquebœufs à bec rouge. Ces oiseaux qui se nourrissent des tiques et des larves qui envahissent la peau des mammifères leur rendent un service indéniable. Chaque oiseau peut consommer jusqu'à 400 tiques par jour. Alors le nettoyage est très efficace. Mais les piquebœufs ont aussi beaucoup d'appétit pour les tissus qui entourent des blessures qu'ils n'hésitent pas à agrandir, ce qui occasionne des infections et peut se révéler douloureux. De l'autre côté de la rivière, des gazelles de Thomson doivent gérer un problème de voisinage beaucoup plus délicat. La rivière abrite une forte densité de crocodiles du Nil. Ces sauriens sont essentiellement piscivores. Mais quand l'occasion se présente, ils se régalent volontiers d'un mammifère ou d'un oiseau. L'idéal pour les proies potentielles, c'est de rester plutôt dans des zones où le courant est fort, car cela oblige le crocodile à nager la tête hors de l'eau et à rester bien visible. La présence de ce spécimen va contraindre les gazelles à remonter vers l'amont. Mais à cet endroit, l'eau est plus calme et plus profonde. Et il serait délicat de traverser ou même de s'aventurer à boire. Le danger avec le crocodile, c'est de ne pas le voir venir. Habituées à gérer ce voisinage ordinaire, les gazelles renoncent. Elles boiront plus tard. Elles traverseront plus loin. Ces retardataires n'ont pas vu le saurien tapi au bord de l'eau. Mais comme elles ne s'approchent pas, leur inattention est pour cette fois sans conséquence. Finalement, c'est une ombrette, un petit héron, qui s'est fait surprendre. Quant aux gazelles, elles ont trouvé un gué en amont. À cet endroit vit un balbuzard pêcheur. Sur cette portion de rivière, le rapace a une multitude de voisins, discrets pour la plupart. Ici, des oiseaux et des batraciens, des mammifères et des sauriens se fréquentent au quotidien. Certains mangent leurs voisins, d'autres les dérangent, les regardent ou les concurrencent. L'ombrette, qui mange elle aussi du poisson, est la concurrente anonyme de son voisin, le crocodile. Le saurien vit beaucoup plus longtemps que la plupart des oiseaux ou des mammifères. Cet animal a plus de 20 ans.
En vieillissant, le crocodile a la carapace qui fonce et les marques noires qui la cerclent finissent par s'estomper. Ce mâle territorial a vu passer sur les berges qu'il fréquente plusieurs générations d'animaux de toutes sortes. C'est un voisin connu qui a laissé son empreinte dans la mémoire collective de tous les animaux qui le craignent. Depuis toujours, les zèbres approchent de l'eau en éclaireurs. Et les gnous comptent sur eux pour les assurer que le risque est limité. Les zèbres sont les voisins préférés de nombreuses espèces d'herbivores. Aussi, il est rare de les voir seuls. Ici, ce sont des topis qui se sont placés dans leur sillage. Ces grandes antilopes sont d'autant mieux tolérées par leurs voisins qu'ils ne sont pas vraiment en concurrence sur le même herbage. Les zèbres mangent des herbes dures et courtes, alors que le topi, avec son museau fin, sélectionne plutôt les tiges longues. La notoriété du zèbre est méritée. C'est une excellente sentinelle qui compense sa vision binoculaire limitée en regardant quasi systématiquement dans une autre direction que son voisin. Le zèbre dispose aussi d'un organe de Jacobson, comme les reptiles, pour analyser les odeurs. Et ses oreilles peuvent s'orienter pour analyser des bruits lointains. Le zèbre côtoie le topi et la girafe et accompagne les troupeaux de gnous en vertu d'un principe: le rapprochement des espèces ayant le même prédateur. Cette harde d'impala broute dans un espace buissonneux où elle trouve le feuillage dont elle se nourrit, mais où elle s'expose à l'embuscade d'un prédateur. Comme à son habitude, le maître du harem rassemble ses femelles. Mais cette fois, ce faisant, il les rabat sur une zone plus ouverte et moins dangereuse et semble les placer sous la protection d'une girafe. Évidemment, la girafe est complètement indifférente au sort des antilopes. Mais elle assure de fait la sécurité de ses voisines. Il est commun de dire que, compte tenu de sa taille, elle fait office de mirador de la savane. Elle a en tout cas un œil sélectif sur le voisinage. La proximité d'un guépard n'est pas de nature à la troubler. Et une fois ce voisin identifié, elle retourne à son occupation alimentaire. Elle n'a de véritable attention que pour le seul prédateur capable de l'agresser. C'est surtout pour leur girafon que les girafes craignent les lions. Et l'on remarque que lorsqu'elles ont un petit, elles s'installent presque systématiquement dans des espaces ouverts où elles peuvent contrôler l'approche des prédateurs. Il y a, face au risque, une solidarité de fait entre voisins, chacun mettant de façon involontaire ses capacités d'alerte au service de l'autre.
Dans sa fuite, l'impala s'est rapproché d'une troupe de babouins. Le babouin est a priori l'un des voisins les moins attirants qu'on puisse imaginer. Il s'intéresse essentiellement à ses congénères, se partageant surtout entre l'épouillage de ses partenaires et l'éducation de ses jeunes. Il en résulte dans l'arbre une alternance perpétuelle de phases de sérénité et d'animation bruyante. Dans la savane, le chahut et la suractivité ont plutôt tendance d'ordinaire à éloigner le voisinage. C'est une source de stress et une cause d'inattention qui peut être lourde de conséquences. Et pourtant, les impalas se rapprochent souvent des babouins. Ces voisins étonnants n'ont a priori qu'une chose en commun, c'est leur prédateur. Le léopard, qui a un intérêt prononcé pour les deux espèces. Mais à contrario, le babouin attaque parfois les jeunes des gazelles, ce qui devrait suffire à les éloigner. C'est dans l'arbre qu'il faut chercher les raisons de ce voisinage très prosaïque. Quand les singes se nourrissent ou quand ils s'agitent, ils provoquent la chute des baies et des fruits qui font le régal des gazelles. Si l'on n'est pas voisin par intérêt, le plus souvent on ignore l'autre et l'on se concentre sur les proches de son espèce. Au sein des clans, la relation de voisinage est prévisible et codifiée. Ce sont toujours un peu les mêmes histoires qui se répètent. On se dispute pour le pouvoir, on se bat pour une conquête. Finalement, chacun vit dans son monde. Sauf peut-être pour cette femelle, qu'importe pour tous les autres, l'issue de cet affrontement entre les cobs. On se côtoie comme d'habitude au point d'eau, mais sans véritable intérêt pour l'autre. Le voisinage ne consiste une nouvelle fois qu'en une juxtaposition d'individus, chacun avec ses préoccupations. Celle de ce buffle, à cet instant, c'est de se débarrasser de la myriade de parasites qui l'entourent. Si certains restent solitaires, la plupart des mammifères herbivores choisissent plutôt de vivre en contact étroit avec leurs voisins de même espèce. C'est le principe de la harde ou du troupeau. Ces femelles d'impala forment une unité homogène, où tous les individus font la même chose en même temps. Elles vivent en permanence les unes à côté des autres et synchronisent leurs activités. Mais c'est tout ce qui les rapproche. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique, pas de liens familiaux. Elles n'entretiennent quasiment aucune relation les unes avec les autres. Elles sont simples voisines. À vivre ainsi en groupe, on profite de la vigilance commune et on améliore ses chances de survie. Noyé dans la masse, on risque moins, statistiquement, d'être la cible du prédateur. Ces regroupements,
Ces voisinages intéressés peuvent s'accompagner d'une organisation complexe, comme chez les buffles. Le troupeau y est organisé autour des femelles. Elles sont apparentées et forment les unités sociales de base. Mais il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Elles sont entourées de leur progéniture, de mâles célibataires et des étalons. De fait, le troupeau est principalement un rassemblement de mères de famille, chacune s'occupant de son petit. Les jeunes sont complètement dépendants de leur mère. S'ils s'en éloignent un peu, ils prennent le risque de ne plus la retrouver. Ils doivent alors aller d'une voisine à l'autre pour chercher celle qui leur a donné le jour. L'enjeu est de taille, car il n'y a qu'elle qui veuille les nourrir. Les buffles sont nomades. Maintenir la cohésion du groupe, coordonner les déplacements et les activités de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de bêtes, est une affaire assez complexe. Elle nécessite une communication permanente entre les individus. Les buffles utilisent largement l'expression sonore. Ils ont recours à une dizaine de signaux vocaux différents. Chacun correspond à un message précis. L'un a donné le signal pour aller boire, l'autre avertit d'un danger. Le troisième permettra à la mère d'appeler son petit. Celui-ci s'est laissé distancer par le troupeau. Il ne reste alentour que quelques individus qui traînent un peu. Faute de trouver auprès de ses congénères anonymes un accueil compréhensif, le petit buffle est d'abord tenté de leur tourner le dos. Mais très vite, son instinct grégaire l'emporte. Et il sent que le meilleur moyen de retrouver sa mère, c'est quand même de suivre ses voisins indifférents. Ce grand koudou voisine avec les buffles, par hasard, sans intention. Mais le koudou pourrait profiter de l'avertissement d'un buffle pour se garder d'un lion. La vie de la savane est riche de ces interactions involontaires entre espèces qui ne sont pas a priori concernées l'une par l'autre. Parti à la découverte du territoire de son clan, ce lionceau va croiser le chemin d'un serval. C'est un félidé comme lui, mais d'une autre catégorie. Quand il sera adulte, le petit lion fera plus de 10 fois son poids. C'est le voisinage d'un instant où ne s'expriment que les réflexes et la surprise. Ils s'évitent, ils se rapprochent, ils s'entraident, ils se côtoient, ils s'ignorent. Dans la savane, ils sont juste voisins.